Brook est-il le père de Gunko? Comment se fait-il que Emu a pu prendre possession du cœur de Gunko? On va parler de tout ça dans ce chapitre. Petite review du coup de chapitre 1149 de One Piece. C'est parti. Alors déjà on va commencer avec la partie 1, Gaban contre les Chevaliers Divins. Et franchement les gars c'est juste incroyable. On va parler directement de Gaban contre Saint-Somers. Et on va d'abord évoquer l'humiliation totale que Gaban a fait contre Saint-Somers. Il arrive, il lui coupe la main directement. Déjà ça dans le dernier chapitre c'était incroyable. Mais là du coup ça reprend. Et j'ai envie de dire c'est totalement logique que Gaban, j'ai envie de dire, domine totalement Saint-Somers. Je l'avais déjà évoqué dans certains shorts. Pour moi Gaban était le match-up parfait contre Saint-Somers. Là où typiquement Robin était le pire match-up contre Saint-Somers. L'explication elle est simple. Gaban il se bat avec des haches et du haki. Saint-Somers il se bat avec des ronces et du haki. Elle Robin ne se bat même pas avec du haki mais que j'ai envie de dire avec des membres. Du coup concrètement elle peut se faire piquer quand elle veut. Mais par contre j'ai envie de dire Gaban peut largement trancher toutes les attaques de Somers. Du coup ce qui en fait de lui, j'ai envie de dire littéralement le match-up parfait contre lui. D'ailleurs petit détail, la main de Saint-Somers n'a toujours pas repoussé. Donc bon, pour moi on va se dire les choses, c'est grâce au haki des rois. Et ça a été un petit peu validé j'ai envie de dire dans la suite du chapitre. Au moment où Gaban a littéralement one shot on va dire Saint-Somers. Il l'a coupé en deux. Le nom de l'attaque c'est H Céleste. On voit qu'il y a les éclairs. Donc typiquement c'est une attaque imbibée. Et je dis bien imbibée de haki des rois. Et franchement du coup là ça nous montre quelque chose. Parce que après cette attaque là, Somers est hors d'état de nuire. Maintenant il y a deux questions. Comment Gaban a pu neutraliser la régénération de Somers? Et surtout est-ce que Somers est mort? Moi je vous le dis tout de suite. Pour moi typiquement Somers n'est pas mort. Mais comment Gaban a-t-il réussi à neutraliser sa régène? C'est grâce au haki des rois. On l'a vu typiquement sur Egghead quand il y a eu Emmet qui a émis j'ai envie de dire le haki des rois de Joy Boy et annulé le pouvoir de Emu qui a renvoyé j'ai envie de dire le Gorosei chez leur daron. Typiquement pour moi c'est exactement la même chose avec Gaban contre Saint-Somers. Mais est-ce qu'il l'a tué pour autant? Franchement je pense pas. Déjà bon de la part de Oda faire mourir un personnage comme ça me paraît un petit peu bizarre. Et surtout je vois très bien Emu réutiliser Saint-Somers par la suite. Et typiquement pour moi il a juste mis hors d'état de nuire pour le moment. Mais il pourrait revenir notamment grâce au pouvoir de Emu. On verra ça plus tard. Maintenant on va passer au combat Gaban contre Gunko. Et c'était juste incroyable parce que là franchement on va se dire les choses, ça nous a rappelé des petits souvenirs. Je vais vous en parler après. Mais ça nous a rappelé des petits souvenirs d'avec Oden et Kaido. Franchement c'était assez délicat. C'était assez rageant on va se dire les choses. Mais en même temps ça fait partie de One Piece et c'est ce qu'on aime aussi. Donc typiquement on a Gaban qui va aller sauver son fils j'ai envie de dire de l'emprise de Gunko. Et on a Gaban d'ailleurs scène très marrante. Gaban qui va dire s'il te plaît ne dis pas que je suis ton fils. Premier réflexe de son fils. Papa. J'ai trouvé ça très drôle. Mais après tout ce qui en a découlé bah c'était beaucoup moins drôle parce que logiquement Gunko a utilisé le fils de Gaban comme otage. Gaban s'est dit concrètement il me reste que une seconde. En une seconde je peux la one shot. Et ça nous dit beaucoup de choses sur le niveau de Gaban. Ça nous montre à quel point Gaban est extrêmement puissant. Mais surtout que mine de rien Gaban connaît le point faible j'ai envie de dire des Chevaliers Divins. Pourquoi? Parce que typiquement Gaban n'aurait pas été si confiant que ça par exemple contre Saint-Somers et encore une fois là contre Gunko s'il ne connaissait pas la solution pour vaincre, en tout cas mettre hors d'état de nuire un petit peu de temps les Chevaliers Divins, à savoir le haki des rois. D'ailleurs on a une scène qui est absolument incroyable où typiquement Gaban il est en train de dire à son fils tiens juste une seconde et je vais te délivrer. Et là il utilise le haki de l'observation avancée parce qu'il voit dans le futur que concrètement en une seconde son fils peut souffrir énormément voire mourir de la part de Gunko. Du coup il n'hésite pas, il rend les armes. Et ça franchement je trouvais ça très beau, très rageant parce que bien évidemment ça nous rappelle la scène avec Oden, Kaido et Momonosuke où on allait avoir un Oden qui allait démonter Kaido. Mais quand il y avait Momonosuke en danger j'ai envie de dire Oden s'est 100% concentré sur son fils et Kaido à cause de ça a gagné. Là c'est typiquement la même scène j'ai envie de dire avec Gunko. Du coup franchement on va dire les choses ça dégoûte. Mais encore une fois dans One Piece c'est pas le plus puissant qui gagne, c'est selon le contexte. Il y a des situations, Luffy Katakuri, Oden, Kaido et là maintenant Gaban, Gunko. Selon les situations même le plus puissant peut perdre en fait. Et c'est ça que j'aime dans One Piece, c'est que tout dépend du contexte. Et ça franchement je trouve que c'est quand même une petite force de One Piece mine de rien. Petit rappel juste avant de passer à la partie 2, j'ai envie de dire des capacités de Gaban. Parce que ça aussi on l'avait théorisé dans des anciennes vidéos. On en avait parlé, je vous l'avais dit, pour moi Gaban allait avoir un haki de l'armement avancé, haki de l'observation avancé. Bon on va pas se le cacher que j'ai dit que pour moi Gaban n'allait pas avoir le haki des rois. Je me suis totalement trompé parce qu'il peut même imbiber son arme de haki des rois. Donc franchement il maîtrise très bien le haki des rois pour le coup. Et ce qui est assez intéressant aussi pour le coup, c'est qu'on en avait parlé de la vitesse, j'ai envie de dire suprême entre guillemets de Gaban. Si en une seconde il peut one shot un chevalier divin qui je le rappelle a mis hors d'état de nuire Nami, Brook, Jinbe et Usopp. Nami et Usopp à la limite, mais Brook et Jinbe c'est pas si facile que ça, surtout Jinbe de le mettre hors d'état de nuire comme ça en une seconde. Donc franchement c'est j'ai envie de dire, en fait chapeau Gaban, c'est juste un monstre et Gaban nous montre à quel point c'est un monstre. D'ailleurs dites-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur entre Gaban et Riley. J'ai hâte de connaître votre avis par rapport à tout ça. Juste avant de passer à la partie 2, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de review pour le coup, donc dites-moi si vous voulez que je ralentisse un petit peu le rythme,
si vous voulez que je m'améliore en termes de montage, de dynamisme, dites-moi tout et du coup bah j'ai envie de dire je ferai les améliorations que je peux dans le laps de temps. Et voilà, on va passer à la partie 2. C'est parti. Dans cette deuxième partie, on va parler du sort de Gaban. Bien évidemment, on l'a vu, Gaban s'est pris des flèches, je crois 3 flèches dans le corps de la part de Gunko et il est en train de tomber. On a Chopper qui a réussi à le sauver, donc entre guillemets, on sait que potentiellement Gaban ne va pas mourir. Mais du coup, on peut se demander à quoi va servir Gaban, j'ai envie de dire, dans la suite de l'arc. Bien évidemment, même si Chopper peut panser ses plaies, Gaban pour moi est hors d'état de nuire et il ne pourra pas, j'ai envie de dire, continuer le combat. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un petit débat concrètement sur internet. Comment Chopper a-t-il su, j'ai envie de dire, l'emplacement exact de Gaban quand il est tombé? Et pour moi, en fait, c'est tout simple. Quand on a vu Gaban, j'ai envie de dire, qui a tranché en deux Summers, qui a réussi à trancher la main même de Summers et faire en sorte que Summers ne se régénère pas, le seul qui s'est posé la question de comment a-t-il fait, c'est Chopper. Le seul, j'ai envie de dire, qui a porté entre guillemets ses coronets pour aller dire franchement, je veux savoir comment tu fais, c'est Chopper. Du coup, en fait, tout simplement, Chopper, il a suivi Gaban et potentiellement, grâce à son instinct, il a su où Gaban allait tomber. Mais pour moi, ce n'est absolument pas une manifestation du haki de l'observation et encore moins une manifestation du haki de l'observation avancée, comme on a pu le voir de la part de certains. Chacun son avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Je respecte totalement. À partir du moment où il n'y a rien d'officiel, chacun peut avoir son avis. Et moi, je pense absolument pas que Chopper ait utilisé le haki de l'observation avancée. Donc, typiquement, maintenant, que va devenir Gaban? Que va-t-il faire? Pour moi, c'est assez simple. On va avoir Gaban et Chopper surtout qui vont tomber, j'ai envie de dire, au niveau de Loki, Zoro, Sanji et Luffy. Et en fait, ce qui va être pour moi très important, c'est que Gaban va donner son héritage, va donner ses connaissances à comment combattre les chevaliers divins efficacement, à Luffy et à Zoro notamment, en leur donnant l'astuce du haki des rois, en leur disant que vraiment, eux, leur faiblesse, c'est une grosse dose de haki des rois. Si tes armes sont bien, j'ai envie de dire, comment je pourrais dire ça, imbibées de haki des rois, t'as de grandes chances de neutraliser, pour un petit moment en tout cas, les membres des chevaliers divins. Donc là, pour moi, ça va être vraiment un moment un petit peu important, parce que typiquement, si on a Zoro et Luffy, j'ai envie de dire, qui vont potentiellement se diriger vers les chevaliers divins, peut-être pour aller voir s'il y a Imu qui les a un petit peu corrigés, etc., on pourrait avoir un Sanji qui pourrait s'éveiller au haki des rois. Je n'y crois absolument pas, vous le savez, pour moi, typiquement, Sanji n'a rien qui fait en sorte qu'en fait, il pourrait avoir le haki des rois, et le fait que ce soit un prince, pour moi, ce n'est pas un argument, étant donné qu'il rejette, j'ai envie de dire, sa famille et qu'il rejette son sang royal. Donc pour moi, c'est pas un vrai argument. Donnez-moi votre avis aussi en commentaire par rapport à tout ça. Pour vous, est-ce que Sanji aura le haki des rois ou pas? En tout cas, ce que je me dis, c'est que potentiellement, Gaban va vraiment utiliser Luffy et Zoro surtout pour vraiment leur dire comment utiliser le haki des rois contre les chevaliers divins, et ils vont en avoir malheureusement extrêmement besoin. Dans cette partie 3, on va parler des mystères de Gunko, et quand je dis que Luffy et Zoro vont avoir extrêmement besoin du haki des rois, typiquement, vous savez de quoi je parle. Je parle de Imu qui a pris possession du corps de Gunko. Mais avant de parler de ça, avant de parler, j'ai envie de dire, de la partie la plus croustillante, celle, j'ai envie de dire, qui nous a fait bondir de notre chaise, on va parler d'une partie qui nous a fait bondir peut-être un peu moins, mais qui nous a fait bondir aussi. À quel moment Brook est père? Brook, père de Gunko. Ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, une vraie question que beaucoup se posent. Et effectivement, c'est vrai que quand Gunko entend papa, on voit un flashback avec Brook, et on voit un flashback où elle dit père. Et il y a même un personnage qui va dire, mon rêve, c'est de devenir un pirate. Moi, je vous le dis, pour moi, Gunko n'est absolument pas la fille de Brook. Pourquoi? Parce que pour moi, il y aurait beaucoup trop de mystères autour de ça. Première des choses, si Gunko était vraiment la fille de Brook, elle n'aurait pas la vingtaine. Là, Gunko, on dirait vraiment qu'elle a la vingtaine. On sait que typiquement, les femmes dans One Piece vieillissent très mal, à part Shaki. Sinon, elles vieillissent très mal. Et je le rappelle aussi, Brook est resté 50 ans à Thriller Bark, plus les 2 ans de l'ellipse, ça fait 52 ans. Typiquement, si Brook avait une fille, elle aurait 52 ans. Là, franchement, on va dire les choses, Gunko n'a pas 52 ans. Et surtout, je me dis, à quel moment Brook parle de son rêve? Il parle de ce qui compte le plus pour lui, c'était son équipage, et c'était, j'ai envie de dire, Crocus et Laboon. Pourquoi nous aurait-il pas parlé concrètement qu'il est une fille? Pour moi, typiquement, ça aurait un peu aucun sens. Après, concrètement, c'est l'œuvre d'Oda, donc j'ai envie de dire, il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais pour moi, vraiment, je pense pas que Gunko soit la fille de Brook. Mais par contre, je pense vraiment que Gunko est la petite fille que Brook gardait. En effet, on le sait, avant de devenir pirate, Brook était garde d'une famille royale. Typiquement, pour moi, ça me poserait aucun souci de voir, j'ai envie de dire, cette petite fille-là qui gardait de cette famille royale-là. Et peut-être qu'elle le considérait comme son père, mais n'est pas vraiment son père. Ou peut-être tout simplement qu'elle appelait son père quand elle était avec Brook. C'est aussi une possibilité. D'ailleurs, typiquement, le personnage qui rêve de devenir pirate, on sait que c'est Brook et pas cette femme-là d'ailleurs. C'est un petit détail, je pense que c'est important de souligner. Maintenant, il y a toujours un problème qui se pose, c'est un petit peu le même qu'avec la fille de Brook supposée entre guillemets. Si même si c'est une fille, j'ai envie de dire d'un garde ou de quoi que ce soit, ou d'une famille royale, normalement, elle ne devrait pas avoir cet âge-là. Et pour moi, c'est assez simple. Ma théorie, c'est que typiquement, les parents de Gunko ont donné, j'ai envie de dire, son âme à Imu, à savoir la représentation du diable dans One Piece, la représentation de Hades, la représentation des démons dans One Piece, pour accéder au dragon céleste. De ce fait-là, Imu a gardé son âme, et surtout, Imu, j'ai envie de dire, a potentiellement tué, a sacrifié Gunko, puis l'a ressuscité, lui donnant ainsi une jeunesse, entre guillemets, éternelle. Et aussi, du coup, ça pourrait expliquer
comment elle peut prendre possession de son corps. Pour moi, c'est l'explication la plus plausible. Parce que oui, il y en a qui vont me dire, ouais mais Ryan, tu dis n'importe quoi, les chevaliers divins sont immortels. C'est totalement faux. Les chevaliers divins sont immortels dans le sens où ils peuvent se régénérer, mais c'est tout. Ils peuvent vieillir. On le sait grâce à Garling, notamment, en plus on le voit très clairement, par exemple, dans les derniers épisodes, Garling a vieilli. On le voit il y a plus de je sais pas combien d'années, quand il y avait l'incident de God Valley, Garling était jeune. Là, Garling est vieux. Donc ça montre bien que typiquement, les chevaliers divins peuvent vieillir. Là où les membres du Gorosei, eux, ne peuvent pas vieillir, parce qu'on le voit typiquement, quand Kuma était encore tout bébé, Saturne, en fait, il avait encore la même tête qu'aujourd'hui. Donc peut-être que là, on est face à quelque chose, mais pour moi, c'est clair et net, les chevaliers divins vieillissent normalement, sauf peut-être Gunko, qui justement, elle a été tuée et réanimée par Imu. Du coup, maintenant, on va passer, j'ai envie de dire, à cette partie-là, entre guillemets, cette sous-partie, le fait que Imu ait pris le contrôle de Gunko. Imu débarque enfin, et ça, je trouve ça juste incroyable et phénoménal. Déjà que la scène de base, elle est incroyable, mais ce qui est plus incroyable encore, c'est les détails qu'il y a par rapport à tout ça. Premier détail assez évident, c'est les yeux de Imu. On voit typiquement maintenant les deux yeux de Gunko bien ouverts, et c'est les yeux de Imu. Du coup, ce qui serait assez logique, j'ai envie de dire, c'est que quand Imu prend possession d'un de ses autres, on voit typiquement qu'elle a ses yeux. Par contre, là, il y a une autre question, parce que quand il y avait les membres du Gorosei qui sont venus typiquement avec Ed, ils avaient les mêmes yeux en forme de rond, un petit peu en mode Rinnegan, entre guillemets, de Wish, à la version Imu. Du coup, ça pourrait sous-entendre que Imu a passé une partie potentielle de son âme, j'ai envie de dire, chez les membres du Gorosei, les empêchant de vieillir comme elle l'a fait avec Gunko, et leur donnant accès typiquement à ses yeux. Et il n'y a pas que ça, parce que quand Gunko est possédée par Imu, elle lâche du Haki des rois. Et ça, franchement, ça nous met deux choses dans la tête. Première des choses, un gros parallélisme avec Joy Boy. Pourquoi? Quand Joy Boy est arrivé, j'ai envie de dire, via l'intermédiaire de Emmet, il a libéré du Haki des rois. Quand Imu arrive aussi, via un autre intermédiaire, elle libère du Haki des rois. Du coup, typiquement, ça fait un petit peu, dans deux arcs différents, une confrontation de la part, j'ai envie de dire, de grands rivaux, de grands némésis, via un pantin, en libérant eux-mêmes du Haki des rois. Et je trouve ça absolument incroyable. Et maintenant aussi, ça répond à une autre question. On avait vu sur Egghead des membres du Gorosei avec du Haki des rois. Et on se demandait, est-ce que le Haki des rois vient d'eux ou de Imu? Là, on a potentiellement la réponse, parce qu'on l'a vu que Gunko de base n'avait pas de Haki des rois. Quand il y a Imu dans son corps, elle a le Haki des rois. Donc potentiellement, vu que les membres du Gorosei ont les yeux de Imu, ils peuvent aussi avoir son Haki des rois en ayant, j'ai envie de dire, un fragment de son âme. Ce qui fait, entre guillemets, sa garde rapprochée. Troisième détail, on voit aussi que Imu dit mu. Du coup, typiquement, quand Imu dit mu, c'est que concrètement, c'est elle qui parle. Quand elle dit mu, c'est qu'elle parle à la première personne. Et ça, c'est quand même un détail assez stylé. En plus, elle parle de le véritable dieu arrive en gros. Et typiquement, ça nous rappelle que sur la fresque, on avait quelqu'un qui ressemblait à Imu en disant que c'était lui, le dieu de la terre. Du coup, typiquement, ça remet encore plus en avant le fait que Imu, en fait, a des pouvoirs divins. Que ce n'est pas des pouvoirs potentiels liés à un fruit du démon, mais que c'est potentiellement elle, un vrai démon. Et que surtout, potentiellement, elle, un être supérieur, à savoir une divinité. Et pour moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent, Imu représente Satan et Hadès. Pour moi, typiquement, pourquoi je dis ça? Déjà, le côté Hadès, etc., c'est parce que il y a le Styx, hein. Concrètement, quand on parle des abysses, etc., c'est typiquement une représentation du Styx. Il y a aussi le fait de pouvoir réanimer des gens, etc., ça c'est typiquement Hadès. Et aussi, j'ai envie de dire, le côté diable, c'est pour le côté démoniaque, le côté un petit peu globalisation de tous les folklores, on va dire, on met cet être diabolique, à savoir le diable. Donc pour moi, c'est vraiment, Imu représente le diable et potentiellement, et un démon, et représente un petit peu le Hadès, j'ai envie de dire, de la mythologie de One Piece. D'ailleurs, Imu va nous dire encore une autre dinguerie, elle va dire concrètement, venez vite, dépêchez-vous, on a besoin de renfort, la Terre Sainte brûle, Marie-Joise est en train de brûler. Et pour moi, c'est assez simple en vérité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais comment ça, les chevaliers divins et les membres du Gorosei se sont fait botter les fesses par les révolutionnaires? Moi, je vous le dis déjà, bien évidemment, pour moi, je pense aussi que c'est les révolutionnaires, que les flammes, c'est un indice de Oda pour nous dire que typiquement, il y a Sabo, l'empereur des flammes qui est sur place, et que typiquement, c'est à cause de lui notamment qu'il y a autant de flammes, etc. Mais pour moi, les membres du Gorosei ne sont pas encore entrés en action, parce que justement, Imu veut que les membres du Gorosei la protègent, restent en mode garde royale pour une raison très simple. Je rappelle qu'à la rêverie, Sabo et Wapol ont pu voir à quoi ressemblait Imu, ont pu voir un des plus grands secrets du monde. Donc là, Imu veut vraiment que ça ne se reproduise absolument pas. Là, les révolutionnaires connaissent l'identité d'Imu. Ils savent qu'il y a Imu. Donc en vrai, ce serait grave simple, j'ai envie de dire, pour un révolutionnaire de revenir et de photographier Imu si elle n'avait pas de garde. Et là, justement, ça pourrait créer un soulèvement totalement inédit dans One Piece et une révolution totalement générale. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, bien évidemment, pour moi, ça va être un combat là, à l'heure actuelle sur Marie-Joise, entre les chevaliers divins et les révolutionnaires. Les chevaliers divins sont en gros désavantage contre les révolutionnaires, comme l'étaient les amiraux, pour une raison très très simple, ils doivent protéger également les dragons célestes. Et en même temps, ils doivent protéger, j'ai envie de dire, un petit peu potentiellement là où il y a Imu. Fait que, entre guillemets, ils sont peut-être un peu désavantagés par rapport à ça. Troisième point sur, j'ai envie de dire, ce petit côté Marie-Joise qui brûle, etc., c'est que, faut le rappeler, les révolutionnaires, c'est pas Luffy. Luffy va gagner surtout en conquérant les cœurs, mais surtout, j'ai
j'ai envie de dire, par la baston. Eux, les révolutionnaires, c'est plus via les idéaux. Du coup, si on a les révolutionnaires qui arrivent, qui vont sur la Terre Sainte, qui brûlent la Terre Sainte et qui arrivent à s'en sortir, franchement, ils auraient tout gagné. Ils ont tout gagné s'ils font ça. Pour une raison très très simple, ils montrent, j'ai envie de dire, au monde entier que les fameux dieux de ce monde, etc., ils sont extrêmement atteignables. Du coup, révoltez-vous. Révoltez-vous, les gars. Qu'est-ce que vous attendez? Révoltez-vous. Ce ne sont que de simples humains. Vous pouvez leur botter le cul, en fait. En vrai, c'est vraiment ça le message pour moi des révolutionnaires. Et c'est en ça qu'ils sont extrêmement dangereux, bien évidemment. Avant de clôturer la vidéo, on va faire une petite mention spéciale. La première, c'est bien évidemment à la GOAT de Elbaf, à savoir Ronja, qui est juste extrêmement courageuse, qui est brave. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce personnage est juste incroyable. Donc, j'ai juste envie de dire GG à elle. Deuxième mention spéciale par rapport à la cover de ce chapitre-là. On voit Bonnie avec un rip dans les mains et on voit que Lilith a donné des cartes à Usopp et un genre de chat, panthère, tigre, etc. Et que les deux sont choqués. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. Est-ce que le rip dans les mains de Bonnie signifie que potentiellement Kuma va bien se sacrifier, potentiellement, j'ai envie de dire, dans cet arc-là? Ça non plus, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose à souligner, mine de rien. Et troisième mention spéciale, on pensait tous que c'était l'arc de Usopp. Et Usopp, encore une fois, est inutile. Voilà, on va se dire les choses. Usopp est inutile. Ronja a fait beaucoup plus dans l'arc d'Elbaf pour l'instant que Usopp. Jinbei c'est pareil, Luffy c'est pareil, Brook c'est pareil, Franky c'est pareil, Gaban c'est pareil, le fils de Gaban c'est pareil. Usopp pour le moment c'est censé être son arc, mais il est inutile, il ne sert à rien. À part s'être bourré la gueule une seule fois en soirée, il n'a rien fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Faites-moi vos retours s'il vous plaît. Si vous voulez une vidéo peut-être un peu plus courte, si vous voulez que je prenne peut-être un peu plus le temps pour essayer de mieux m'exprimer, que je fasse davantage de montage ou quoi que ce soit. Vraiment, donnez-moi tous vos retours en commentaire. Moi, je vous dis une prochaine. Salut tout le monde.